Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons répondre à la question qu'on a posée lors de la dernière. Avec une instance dans un sous-réseau privé, comment pouvons-nous récupérer et mettre à jour les patchs de la base de données MySQL? C'est ce qu'on va faire ensemble. AWS met à disposition deux solutions dans ce cas-là. On a les passerelles NAT et les instances NAT. Ce que nous allons faire en pratique, on va créer une instance NAT, voir la première solution, mettre en place une passerelle NAT comme une deuxième solution, et on va finir par une comparaison entre les deux solutions. Passons ensemble sur le portail AWS. Je suis connecté sur le portail AWS avec mon compte DemoAllForm, mon compte Racine. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va créer une instance EC2. On pourra utiliser une image prédéfinie pour la création de notre instance NAT. Je peux filtrer avec NAT. Il n'y a pas des solutions directes. Dans le marketplace, qu'est-ce qu'on peut trouver? Je ne vois pas une instance qui peut nous aider dans cette mise en place. Encore des résultats. Et j'arrive à trouver cette possibilité, par exemple, qui peut me permettre de mettre en place une instance NAT qui est déjà préconfigurée. Sélectionnez. Choisissons l'offre gratuite. Suivant configurer les détails de l'instance. Positionnons-nous sur le VPC Alform Demo dans le réseau public, le subnet 1. Ajouter du stockage, il n'y a pas besoin. Choisissons le groupe qui est affecté au sous-réseau public. Celui-là qui permet les connexions HTTP, HTTPS et SSH à la fois sur IPv4 et IPv6. Et je confirme par la suite le lancement de l'instance. Lancer, pouvant utiliser pour simplifier des clés existantes et lancer des instances. Voilà donc, je viens de créer une instance qui jouera le rôle d'une instance NAT. Afin de simplifier votre compréhension et le suivi des labs, je vais rajouter les noms à mes instances, ça sera plus clair. Donc c'est l'instance NAT qu'on vient de créer, qui est toujours en cours d'initialisation. J'ai par la suite la première qui a une adresse IP, donc c'est l'instance publique. Je vais la modifier. Et on a une troisième instance qui est l'instance privée. Il faut comprendre que cette instance NAT va jouer le rôle d'une instance intermédiaire qui a accès à Internet pour acheminer par la suite le trafic entrant vers notre instance privée. Notre instance privée ne sera pas accessible depuis l'extérieur, elle sera protégée, mais par contre elle pourra récupérer du contenu dans certains cas pour par exemple des correctifs ou des patchs. Et pour jouer ce rôle, cette instance NAT va recevoir du trafic avec une adresse IP source ou une adresse IP destination qui ne sont pas la mienne. Donc pour cela, il faut aller sur l'instance rapidement et faire encore une configuration réseau. Sous Action, mise en réseau, modifie la surveillance de la source et destination. Comme vous le voyez très bien, une instance NAT doit être en mesure d'envoyer et de recevoir du trafic lorsque la source ou la destination ne le peut pas elle-même. Donc pour cela, il faut désactiver ce fonctionnement, cette vérification, et on enregistre la modification. Je viens donc de faire la configuration nécessaire pour cette instance NAT. Par la suite, il faut la faire reconnaître pour les instances qui existent dans le sous-réseau privé. Pour cela, il faut aller sous table de routage. On revient rapidement sous le tableau de bord du service VPC. Et sous table de routage, modifier la table de routage qui est par défaut, donc celle qui est privée, donc cette table-là. Sous route, je modifie les routes et je rajoute une troisième route pour permettre à tout trafic en local de passer par l'instance NAT. Donc instance, et comme vous le voyez, je sélectionne l'instance NAT. Donc tout trafic en dehors du trafic en local du VPC, va passer par la suite par l'instance NAT. Et entre autres, le trafic qui va récupérer et qui va nous permettre de mettre à jour notre base SQL. Enregistrer les modifications. Et donc là, on a fait la configuration nécessaire. Ce qu'on va faire comme scénario de test, on va se connecter sur l'instance publique, l'instance qui est accessible. On va par la suite se connecter depuis cette instance-là vers l'instance privée qui est accessible depuis mon sous-réseau public. On est dans un seul VPC, rappelez-vous très bien. Et par la suite, on va exécuter une commande qui permettra de récupérer les mises à jour et les correctifs d'une base SQL par exemple. Donc, allons ensemble sous EC2. Je vais me connecter sur l'instance publique. Lors des derniers labs, on a travaillé avec Putty, mais cette fois-ci, c'est important pour vous aussi de voir que AWS met à disposition des solutions pour se connecter directement sans même avoir Putty. Donc, se connecter, vous avez la solution EC2 Instance Connect qui vous permettra
d'établir directement une connexion SSH vers votre instance publique. Donc là, je suis connecté sur l'instance publique. On veut par la suite se connecter et passer de cette instance publique vers une autre instance dans mon sous-réseau privé. Par contre, j'aurai besoin de la clé privée qui me permettra de se connecter sur cette instance privée. Sous l'instance privée, je récupère rapidement l'adresse IP privée qui existe, la 10.0.2.198. 10.0.2.198. Et j'exécute la commande. Comme vous le voyez, j'ai un message d'erreur qui m'indique que ma clé a des mauvaises permissions. Je vais exécuter une commande chmod 400 qui va mettre en place des permissions qui correspondent à une clé de connexion qui protégera cette clé-là. Je vous laisse voir sur internet la signification de chmod, mais c'est plus pour gérer et sécuriser les permissions sur cette clé. Ce qu'on va faire par la suite, on va exécuter cette commande et j'arrive à me connecter avec succès. Par la suite, on va essayer de récupérer les correctifs ou certaines mises à jour avec la commande suivante, yum update. Comme vous le voyez très bien, je dois être root pour exécuter cette commande. Donc sudo, je suis root sur l'instance privée et je exécute la commande yum update. Yes. Et c'est un succès. C'est une instance privée, mais grâce à la configuration sur la table de routage et à la mise en place de cette instance NAT, on arrive à se connecter sur Internet et récupérer les correctifs. Revenons ensemble sur le portail EC2. Ce qu'on a vu est très bien et ça fonctionne. Mais en termes de maintenance, c'est à vous de mettre en place votre cluster ou votre ensemble d'instances NAT pour sécuriser vos déploiements. Et si cette instance est KO ou tombe, vous n'aurez plus en fait un passage vers Internet pour récupérer les mises à jour et les correctifs. D'où l'utilité des passerelles NAT. C'est un service qui est mis en place par AWS pour remplacer principalement ce fonctionnement historique des instances NAT. On va voir ensemble l'utilité des instances NAT sur le portail AWS aussi. Je suis sous le tableau de bord du service VPC. Au menu à gauche, nous pouvons voir bien la possibilité de gérer les passerelles NAT. Ce qu'on va faire donc, on va créer une passerelle NAT. On va l'appeler Alform Demo NAT et on va l'affecter au sous-réseau public. Type de connectivité à mettre à garder sous public. Par contre, là, c'est une notion très importante. C'est la notion d'adresse IP élastique. Il faut comprendre qu'AWS ne peut pas attribuer une adresse IP statique réservée à chaque instance SE2 en cours d'exécution. On a vraiment au courant en termes d'adresse IP publique. Au lieu de cela, l'adresse IP publique de la machine est par défaut temporaire. Lorsque vous éteignez l'appareil ou l'instance, cette adresse est disponible pour d'autres utilisateurs. Et vous n'aurez pas la même adresse IP lorsque vous le rallumerez par la suite. Cela peut être un problème car si vous avez votre nom de domaine par exemple qui est rattaché à une adresse IP publique, votre nom de domaine se cassera à chaque fois que vous redémarrez votre serveur. Vous aurez besoin à chaque fois de mettre en place cette correspondance nom de domaine et adresse IP. On va essayer d'allouer une adresse IP élastique. Comme vous le voyez très bien, cette adresse IP m'a été allouée à cette passerelle. Et je confirme la création de passerelle. La mise à disposition de la passerelle prend une dizaine de minutes. Par la suite, ce qu'il faut faire, il faut aller sous la table de routage par défaut, la table privée, et ajouter une route avec la cible, la passerelle NAT. C'est ce qu'on va faire ensemble rapidement. Sous table de routage, toujours sous le tableau de bord du service VPC, la table de routage correspondante à mon sous-réseau privé, c'est celle-ci, et par la suite, je modifie les routes. Je rajoute une troisième route qui traitera, qui acheminera tout le trafic en local vers cette passerelle NAT. Et vous le voyez très bien, ma passerelle a été bien créée à forme démo NAT. Et j'enregistre les modifications. C'était tout pour la partie pratique, c'est ce qu'il faut faire pour mettre en place une instance NAT et une passerelle NAT. Résumons ensemble sur notre support. Donc, comme vous le voyez, on a une comparaison qui peut être établie entre les passerelles et les instances. En termes de disponibilité, déjà, les passerelles NAT sont à haute disponibilité par défaut, vous n'avez pas de la configuration à faire. Par contre, pour les instances, comme vous le voyez, on a créé une instance. Et pour mettre en place la redondance, il faut aller créer d'autres instances et configurer le failover, c'est-à-dire le basculement vers un serveur qui fonctionne toujours avec un script. On a par la suite la maintenance aussi. Les passerelles sont gérées par AWS, vous n'êtes pas embêté. Par contre, pour l'instance, c'est à vous de la gérer et de la mettre à jour, etc.
En termes de performance, les passerelles sont mieux optimisées, clairement. Pour le coup, il y a des règles à voir qui se distinguent selon les passerelles ou les instances. Pour le capture de trafic, on a la solution qui est la même avec VPC Flowlogs. Pour les serveurs de Bastion, le serveur de Bastion, ça ressemble beaucoup en fait à ce qu'on a vu ensemble avec l'instance NAT. Un serveur de Bastion, c'est un serveur durci, bien sécurisé, qui sert juste à jouer le rôle d'un intermédiaire ou d'un serveur de rebond, c'est-à-dire il reçoit des connexions ou des requêtes et il assure le rebond vers une autre destination. Donc il n'est pas à la fois ni la source ni la destination de ces requêtes. On a par la suite les groupes de sécurité. Il n'y a pas de la configuration à faire sur les passerelles, il y a juste la table de routage à mettre en place. Par contre, pour les instances, il faut configurer des groupes de sécurité. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre à la prochaine vidéo.